du voyage. Bon, c'est la description de ces enfants, mais bien évidemment, sur un échantillon aussi petit, ça n'a pas grande signification. Donc on a calculé les taux de prévalence pour 1000 naissances, à quoi correspondaient ces chiffres. Et en fait, on est frappé par le fait qu'il y a eu, dans les endroits où ont été détectés ces enfants, finalement, une baisse du nombre d'inclusions la deuxième année, que l'on pense non pas être attribuée à une amélioration de la prévention, mais plutôt à une lassitude des équipes et de participer à cette étude. Et en fait, cela est particulièrement net en Alsace, où finalement, sur une incidence moyenne sur les 2 années de l'étude, on est à 0,47 pour 1000, mais c'est surtout la première année que les chiffres sont les plus importants. À noter qu'en Isère, à Paris, en Auvergne, aucun cas n'a été détecté. Et puis, il y a un phénomène aussi qu'on a rencontré, c'est que finalement, notre critère d'inclusion était le retard de croissance intra-utérin et l'hypotrophie, mais que finalement, un certain nombre d'enfants qui étaient signalés comme attendus comme SAF, parce que la consommation de la mère était très connue pendant la grossesse, finalement, naissaient avec une dysmorphie, les signes caractéristiques sur le visage du syndrome d'alcoolisation fœtale, mais n'étaient pas hypotrophes, avaient un poids normal. Donc, selon nos définitions, ils n'ont pas été inclus dans l'étude, mais on les a comptabilisés pour avoir des chiffres de prévalence en incluant ces enfants non hypotrophes. Et à ce moment-là, les chiffres sont plus élevés. Si on extrapole à la France entière, ça fait au moins 600 nouveau-nés qui sont atteints de la forme la plus sévère, selon cette étude. Cette histoire d'enfants non hypotrophes, en fait, et j'ai communiqué avec des épidémiologistes américains qui m'ont confirmé aussi que c'était le cas aux États-Unis et que finalement, soit du fait de l'amélioration de la prise en charge de la grossesse et de peut-être la nutrition pendant la grossesse, soit parce que dans certains milieux défavorisés, la consommation d'alcool s'accompagnait aussi d'une obésité, et que peut-être d'une forme de diabète gestationnel qui compensait finalement l'hypotrophie et qui faisait que ces enfants qui avaient tous les signes extérieurs de SAF n'étaient pas hypotrophes. Donc finalement, cette prévalence, elle est plus faible qu'attendue. Est-ce que c'est une baisse par rapport aux chiffres qui sont anciens? Est-ce que ce sont de faux négatifs? C'est clair que les pédiatres ont des grandes difficultés à reconnaître la dysmorphie dans les 3 premiers jours, qui est effectivement difficile à reconnaître. Et l'ensemble du corps médical a beaucoup de mal à identifier la consommation d'alcool par la mère, une question qui n'est pas systématiquement posée pendant la grossesse. Comme je le disais, des cas non hypotrophes n'ont pas été inclus. Et puis, une grande difficulté à maintenir la mobilisation, voire à obtenir la mobilisation, car certaines maternités ont refusé de participer à l'étude et même un service de néonatologie parisien a refusé de nous dire s'il y avait eu des cas qui avaient été hospitalisés en néonatologie sous le prétexte que l'équipe était trop occupée. En voyant les chiffres, on voit que c'est quand même pas une charge, c'était pas une charge de travail très importante d'enquêter sur 1 ou 2 cas par an. On sent que c'est quand même pas un sujet qui est prioritaire, en tout cas dans certains services, et j'en étais bien désolée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour rechercher les syndromes d'alcoolisation fœtale? C'est interroger la base nationale de tous les séjours qui sont enregistrés dans le PMSI, le programme de médicalisation du système d'information des hôpitaux. Et donc, il y a des codes qui correspondent à des séjours d'enfants qui, pour le coup, sont hospitalisés pour fœtus et nouveau-nés affectés par l'alcoolisme de la mère ou syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors, bien sûr, c'est un système qui a le grand avantage d'être disponible sur tout le territoire et chaque année, sans coût supplémentaire. Et nous disposons à l'Institut de veille sanitaire d'une copie de cette base, donc nous pouvons l'interroger très librement. L'inconvénient, c'est que le fait que ces séjours aient été codés comme ça ne signifie pas forcément que les enfants étaient réellement atteints de syndrome d'alcoolisation fœtale. Et puis, évidemment, beaucoup d'enfants, et par exemple, dans notre étude, il y en avait, sont sortis de la maternité avec le diagnostic de SAF pratiquement certain et n'avaient pas été hospitalisés. Mais c'est moins que rien, et l'avantage, c'est qu'on peut suivre les tendances. Donc voici, j'espère que oui, vous voyez les chiffres. Donc pour l'année 2007, qui est la dernière année disponible, voici un classement par région. Donc en haut, vous avez les régions pour lesquelles il y a eu le plus grand nombre d'enfants de moins de 1 an qui ont séjourné une fois dans les hôpitaux pour ce diagnostic. Et vous voyez les taux pour 1000 naissances, donc qui sont quand même assez élevés. Donc cette année-là, le Nord-Pas-de-Calais est devancé par la Haute-Normandie et on voit qu'on a déjà des taux plus élevés que ce qu'on a trouvé dans notre étude. Et puis on voit aussi qu'on en a
un peu dans toutes les régions. Bon, après, ça diminue. Alors, dans les petites régions, vous voyez que selon qu'on a un cas ou 0, ce qui peut être tout à fait des fluctuations aléatoires, à ce moment-là, on a 0. Donc, en Corse, en 2007, il n'y avait pas de cas déclarés, mais ils ont aussi un nombre de naissances très faible. Donc, vous voyez qu'il y a des nouveau-nés qui sont hospitalisés dans les hôpitaux de la métropole. Alors, je n'ai pas les DOM là sur ce travail, chaque année. Et l'évolution entre 2002 et 2007 montre que ce n'est pas un phénomène qui est en train de s'atténuer, bien au contraire, en sachant que l'augmentation des chiffres dans ce contexte peut être soit l'augmentation de l'incidence réelle, mais aussi peut-être une meilleure sensibilisation et une meilleure identification avec un diagnostic porté plus facilement. Donc c'est toujours difficile à interpréter. Vous voyez aussi qu'il y a des fluctuations qui sont liées au fait que ce sont quand même des petits échantillons et que le fait d'avoir 2 cas une année par rapport à une autre change énormément les chiffres. Voilà, donc en tout cas, voilà, ça, ce sont des chiffres récents et on voit que ce problème est présent sur tout le territoire. Vraisemblablement, ce sont des chiffres planchers. Et c'est donc un problème qui justifie 2 journées de colloques internationales. Ici, j'en suis ravie. Alors après, on se tourne vers l'étranger, on se dit où en sont les autres, comment on se situe par rapport aux autres pays. Est-ce que les autres ont mis en place des systèmes de surveillance meilleurs que le nôtre? Bon, déjà, moi, j'étais un peu consolée, si je puis dire, par le fait que c'était pas tellement mieux ailleurs et que finalement, il n'y a pratiquement aucun pays qui dispose de chiffres solides. Et sur le site du CDC, donc qui est un peu l'équivalent de l'Institut de veille sanitaire aux États-Unis, enfin, en beaucoup plus gros, eh bien, ils avancent des fourchettes et un certain nombre de chiffres en fonction que les systèmes de surveillance sont passifs, actifs, très très actifs. Et on voit qu'effectivement, on peut avoir des chiffres qui varient de 0,2 à 1,5 pour 1000. Et ils disent eux-mêmes, mais sans vraiment l'appuyer, qu'a priori, il y a 3 fois plus de syndrome d'alcoolisation fœtale partielle que de syndrome d'alcoolisation fœtale sévère. Donc, vous voyez, nos chiffres seraient probablement à multiplier par 3 aussi en France. En Australie, c'est à peu près identique. Il y a des petites études dans certains endroits, soit très actifs, et on voit à ce moment-là qu'ils ont des chiffres étonnamment bas par rapport aux nôtres. Mais on voit aussi que l'âge médian au diagnostic est de 3 ans. Les enfants sont âgés de 3 ans. Et que seuls 6,5% des enfants sont diagnostiqués à la naissance. Donc, vous voyez, si on extrapolait nos chiffres dans l'autre sens, on aurait des chiffres très, très importants. Et il note aussi que 1 sur 3 n'avait pas de retard de croissance intra-utérin. Au Royaume-Uni, pas de statistiques nationales. L'Association américaine des médecins demande que le recueil en routine des données sur le SAF soit enregistré sur tout le Royaume-Uni. Donc on voit que là aussi, ils n'ont pas de données exhaustives et fiables. Ils sont à des taux de 0,21 pour 1000. Alors les pistes pour la surveillance et la reconnaissance, il faut sûrement monitorer la consommation des femmes enceintes par l'entretien du 4e mois, les réseaux de périnatologie. Je ne m'étends pas, vous allez en parler énormément tout au long de la journée. C'est vrai que s'il y avait une preuve biologique de la consommation, on pourrait s'appuyer dessus. Il y a des pistes de dosage dans le méconium, dosage dans les cheveux des mères, mais qui sont pour l'instant réservées à des protocoles de recherche clinique. Le certificat du 8e jour nous permettra de suivre la consommation pendant la grossesse, ainsi que l'enquête périnatale. Et puis le baromètre santé et les baromètres jeunes permettent de voir quelle est la consommation d'alcool. Sur le déclaratif, la consommation d'alcool chez les jeunes femmes. Aux États-Unis, ils ont des chiffres sur la consommation d'alcool très précis. Et puis, bien sûr, il va beaucoup en être question, le repérage chez l'enfant, la sensibilisation des professionnels, des pédiatres à la reconnaissance et des obstétriciens, à la consommation d'alcool pendant la grossesse et à la reconnaissance du syndrome d'alcoolisation fœtale. Mon temps est écoulé et donc, voilà. Je m'arrête, je vous remercie de votre attention.